Amia Larage, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidate dans cette 15e circonscription, le 20e arrondissement. C'est l'une des plus spectaculairement surgies sur la scène de ces législatives à cause de la division de la gauche. Vous, députée sortante, contre Danielle Simonet, candidate LFI au sein de la NUPES. Olivier Faure, le patron du PS, n'envisage pas que vous vous mainteniez à ce second tour de dimanche parce que l'écart est trop important, dit-il. Danielle Simonet ayant fait 47% au premier tour. Est-ce que vous lui obéissez et est-ce que vous retirez votre candidature? Je n'ai pas, pour ma part, à obéir à qui que ce soit. Moi, ce que j'attends de la part d'un parti, c'est qu'il respecte, un, le vote des militants, deux, les investitures qui ont été données. En l'occurrence, le Conseil national du Parti socialiste a voté une résolution me soutenant dans le cadre de cette élection et dans le cadre de l'injustice qui est faite sur cette circonscription, puisque alors que je suis députée sortante, je n'ai pas été investie dans le cadre de l'accord, alors que c'était censé être le cas. Et d'autre part, il y a eu un premier tour d'élection législative. Il y a des électeurs qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis d'accéder au second tour, alors que c'était absolument inimaginable il y a 6 semaines quand on s'est lancé. Donc je suis d'ores et déjà enregistrée en préfecture et évidemment que je suis candidate jusqu'au bout. Je le dois à mes électeurs et aux gens qui m'ont fait confiance. Pourquoi dit-il ça, Olivier Faure? Il pourrait dire la même chose que vous. Voilà, on a deux candidates de gauche, que la meilleure gagne et puis tant mieux pour tout le monde. Eh bien, je vous invite à lui poser la question. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Est-ce qu'il y aurait des pressions? Est-ce que c'est un signe que le Parti socialiste est complètement soumis aux insoumis? Je ne sais pas si c'est une question de soumission. Et je ne comprends pas bien ni l'intérêt ni l'opportunité d'une telle déclaration dans un moment où on est dans la bataille du second tour. On ne va pas se mentir, bien sûr qu'il y a un écart de voix qui est conséquent. Pour autant, je crois que cette candidature qu'on a voulu présenter avec le soutien du Parti socialiste sur cette circonscription, elle a aussi vocation, dans ce cas de configuration très précis, j'en fais pas une globalité, aussi à affirmer deux identités politiques qui sont radicalement différentes. C'est-à-dire que entre Danielle Simonet et moi, il y a énormément de différences sur la façon d'aborder la vie politique, sur la façon d'aborder la vie institutionnelle, sur la façon d'aborder la République. Et ça, c'est important de pouvoir le pousser jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, aller vers une logique qui serait celle de se retirer au profit de cette candidature-là, ce serait quelque part considérer qu'au final, on incarnait la même chose. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Cette vision différente de ce qu'est la gauche, de ce qu'est la République, ça a été flagrant lors de la réception dans cette circonscription par votre adversaire, Danielle Simonet, de Jérémy Corbyn, ancien leader travailliste en Grande-Bretagne, qui a été mis à l'écart de son parti pour complaisance envers l'antisémitisme. Est-ce que pour vous, ça incarne aussi cette fracture ? Évidemment que ça incarne aussi cette fracture. Dès que j'ai vu que cet événement avait eu lieu dans le 20e, déjà je vous avoue, j'ai vérifié l'information parce que j'ai eu un peu du mal à y croire et je l'ai immédiatement dénoncé. C'est des choses qui sont absolument pas acceptables et je ne comprends pas l'intérêt ni politique ni l'opportunité que représentait le fait de faire venir cette personne dans le 20e dans le cadre de cette élection. Quel est le message qui est envoyé? C'est une question très sincère que je pose à Danielle Simonet. Quel est le message qui est envoyé en faisant venir Jérémy Corbyn sur une élection législative? Et ce n'est pas ma vision de ce que doit être ni la gauche ni la République. Là-dessus, nous avons toujours été très clairs, j'ai toujours été très claire, et je regrette que Jérémy Corbyn soit venu dans le 20e. Et je regrette que les électeurs, par ailleurs, n'en aient pas eu plus connaissance ou n'aient pas réagi davantage. Ils ont sous-estimé, les électeurs, la gravité de ce symbole, de cette visite symbolique. Je ne sais pas s'ils l'ont sous-estimé. Ce que je constate, c'est qu'il y a aussi eu un vote sur la marque NUPES, signe que ça a fonctionné, signe aussi d'une difficulté du président de la République actuelle, qui a une part de responsabilité importante dans cette séquence qui s'ouvre. Et quelque part, tant mieux, parce que ça veut aussi dire que l'élection présidentielle qui a eu lieu a été une élection présidentielle dont les électeurs ont le sentiment qu'elle leur a été confisquée. Donc, qu'ils votent pour des députés de gauche, tant mieux. Qu'ils votent du coup pour la NUPES, et donc la marque que ça a incarné. Au nom de l'Union, quoi. Au nom de l'Union, je le comprends tout à fait. Et c'est aussi le signe qu'il faut que nous, on entende à gauche, c'est celui de cette volonté, cette aspiration profonde des électeurs à l'union de la gauche. Maintenant, la question qui va se poser dans les prochaines années, c'est comment est-ce qu'elle se construit, cette union, comment est-ce qu'elle se travaille, et avec qui on travaille, dans quel cadre, enfin voilà, tout un ensemble de choses. On va parler de l'avenir de la gauche ou des gauches. Un mot sur
l'actualité de la campagne. Avant de partir en Roumanie, le président de la République a appelé les Français à un sursaut républicain. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, que la NUPES, il y a des problèmes avec les valeurs républicaines ? Non, je partage pas cette vision-là d'Emmanuel Macron qui, à mon sens, est franchement à la fois grotesque, sincèrement, et à la fois insultante, en fait, pour les électeurs. C'est-à-dire qu'arrivé sur le tarmac de l'aéroport, il s'exprime en appelant un sursaut républicain sans dire de quoi, contre quoi, par rapport à quoi, parce qu'en fait, il ne le précise pas. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse mettre sur le même plan le Rassemblement national et la NUPES. C'est extrêmement grave de prêter à confusion de cette façon-là. Je crois que, notamment quand on a bénéficié du Front républicain qui a permis à Emmanuel Macron d'être réélu pour cette deuxième mandature, le minimum est un petit peu de cohérence, mais au-delà de ça, quand on est républicain, il faut aussi être cohérent. Pour le coup, sur la question de la NUPES et des valeurs républicaines, là aussi, je ne crois pas qu'il faille faire de généralité. Moi, pour ma part, je suis socialiste. J'appartiens à une famille politique qui a toujours porté en elle une vision très claire de la République laïque et sociale. J'y suis extrêmement attachée et de fait, je n'ai pas le sentiment qu'on ait le moindre problème sur cette question-là. Quand Jean-Luc Mélenchon s'adresse aux fachos pas fâchés, comme il le dit, après il a dit que c'était un lapsus, qu'il fallait dire fâchés pas fachos, enfin bref, est-ce qu'il ne fait pas un appel du pied aux électeurs du Rassemblement national au nom d'une colère sociale qui serait partagée ? Oui, je pense que c'est ce qu'il vise, ou en tout cas, c'est l'objectif qu'il a, notamment dans le cadre des duels qu'il peut y avoir un peu partout à l'échelle du territoire. Aujourd'hui, on a un problème, en fait, c'est que il n'y a plus d'incarnation politique de l'aspiration profonde des citoyens et des citoyennes à une forme de radicalité pour changer le modèle de société auquel on est confronté. On a 3 urgences aujourd'hui. On a une urgence sociale, on a une urgence climatique, on a une urgence démocratique. Et les citoyennes et les citoyens n'arrivent plus à trouver dans l'offre politique actuelle cette incarnation-là, si ce n'est de se tourner vers les extrêmes. Pour les électeurs de l'extrême droite, je crois qu'il y a aussi effectivement beaucoup de gens qui sont très en colère, qui ont des choses à dire, notamment sur les questions sociales. Et je crois que d'ailleurs ça se voit, il y a eu un certain nombre d'infographies qui ont été faites. Les principales revendications, c'est celles relatives au pouvoir d'achat, la capacité de vivre dignement. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de sujets auxquels les partis républicains traditionnels n'ont pas été en capacité de répondre. Et on l'a vu sur les résultats à la présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence identitaire, culturelle ? Qu'est-ce que ça veut dire être français ? Les communautarismes se développent, il y a du repli. C'est ça aussi qui peut déchirer une société. Je ne sais pas si c'est une question de communautarisme qui se développe. Moi, c'est pas ma façon en fait d'aborder la société. Moi, je crois que la République, c'est de permettre à chacun de trouver sa place, quelles que soient ses conditions de départ dans la vie. Je crois que la République a la vocation à prendre dans ses bras tous ses enfants. Je crois que la République, c'est un message très fort de solidarité, d'entraide, de partage, avec une devise républicaine qui est très claire et que ça ne souffre aucune compromission. En revanche, je crois qu'il y a des peurs qui sont tout à fait légitime au vu des situations qu'on rencontre aujourd'hui. Moi, pour ma part, je suis très inquiète pour l'avenir. Je suis très inquiète pour l'avenir de la planète. Je suis très inquiète pour l'avenir de mes enfants. Et donc, le rôle des responsables politiques, c'est non pas d'attiser ces peurs-là pour les transformer en haine, mais plutôt d'être en capacité d'apporter une réponse globale pour apaiser ces peurs-là. Difficile de se faire entendre avec une réponse d'apaisement quand les extrêmes, au contraire, flattent l'affrontement. Bien sûr, et rassemblent. Exactement. Mais c'est aussi le sens de la candidature que j'ai portée, pour le coup, pour revenir là-dessus. Moi, je crois qu'en politique, on peut avoir des confrontations d'idées, mais que la confrontation d'idées, c'est pas les affrontements. Et c'est ça que je regrette. C'est que quand on essaye d'opposer de façon systématique les uns aux autres, de considérer qu'on prend l'individu par le plus petit dénominateur qui le caractérise, plutôt que de considérer que ce qui nous permet de faire société ensemble, c'est la façon la plus large possible de nous rassembler dans ce qui nous est commun, eh bien, on arrive à des situations qui, pour moi, sont dangereuses pour la suite. Le président de la République a mis en garde aussi contre le désordre français. Si on a à l'Assemblée 110 députés LFI, 50 députés RN, vous qui avez connu cette Assemblée pendant quelques mois, ça sera une Assemblée qui va être un pugilat permanent.
Ça va être une assemblée de l'affrontement permanent, ça va être une assemblée qui va être compliquée à gérer, ça va être une assemblée difficile pour la majorité, d'autant plus s'ils n'ont pas de majorité absolue, ce qui pourrait se profiler et ce qui se profile de plus en plus. Et je crois que certaines affaires, comme par exemple la nouvelle affaire Abad, si je puis dire, en tout cas... Une nouvelle d'après, accusation sans plainte de tentative de viol, oui. Exactement, n'arrange pas non plus les affaires de la majorité. Mais j'ai envie de vous dire, les autres composantes politiques n'en sont pas responsables, et notamment la gauche a un rôle à jouer dans le cadre des années à venir. Il y a un programme auquel ils sont opposés, et à partir de là, il est tout à fait légitime qu'il y ait cette volonté d'aller jusqu'au bout. Maintenant, chacun assume ses responsabilités, c'est à la majorité plutôt d'en répondre. Si vous êtes élu, vous siégerez dans le groupe socialiste ou parmi les non-inscrits ? Moi, je suis socialiste, c'est ce que je dis depuis le départ. Je suis convaincue qu'en politique, il y a une loyauté qui est importante. Et par ailleurs, je me sens profondément socialiste. Donc, si je suis élue, je siégerai avec le groupe socialiste. Parce que là aussi, il y a une précision à apporter aux gens. C'est que tout le monde croit qu'il va y avoir un groupe NUPES. Mais en fait, ça n'existera pas. Il y aura un intergroupe, mais chacun son groupe. L'intergroupe, par ailleurs, n'est pas défini dans le règlement de l'Assemblée nationale. Ce qui est défini, c'est les groupes parlementaires. Donc il y aura un groupe socialiste, il y aura un groupe communiste, a priori, il y aura un groupe écolo, il y aura un groupe France Insoumise. Donc moi, je siégerai dans le groupe qui est celui de ma famille politique, à savoir le groupe socialiste. Ensuite, comment se composera l'intergroupe ? Ça, je crois que c'est des modalités qu'il va falloir définir, mais en tout cas, d'un point de vue purement réglementaire, l'intergroupe n'existe pas. Cette gauche social-démocrate, réformiste, qui a refusé d'aller dans cette NUPES qui était pour eux une soumission au mélenchonisme, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant ? Est-ce qu'il faut créer un nouveau parti ? Est-ce qu'il faut tenter de prendre le pouvoir dans le PS au prochain congrès ? Je crois qu'il va y avoir un temps de discussion interne qui va être nécessaire. Nous, on est un parti démocratique avec des statuts qui sont très clairs. Donc effectivement, il va y avoir un congrès du PS qui sera l'occasion d'avoir un certain nombre de débats qui sont importants et qui vont nous permettre aussi de nous poser les bonnes questions pour l'après. L'après, c'est, je crois, d'écouter le message qui nous est envoyé par les Françaises et les Français, qui est celui de l'aspiration à l'union. Et je crois qu'au-delà de ça, on a besoin d'une clarification politique sur qui on est et comment on a envie de faire les choses. Moi, j'ai 35 ans. J'en ai ras-le-bol de m'entendre dire que la grande vie du socialisme, c'était l'élection de Mitterrand en 81. J'étais pas née, moi, en 81. J'en ai ras-le-bol de m'entendre dire que un socialiste, c'est de toute façon, par nature, un traître. J'en ai ras-le-bol de m'entendre dire que de toute façon, on est tous corrompus avec ce qu'on appelle, entre guillemets, la Macronie. Moi, je ne me sens ni Macron ni Mélenchon. Je crois qu'entre les deux, il y a une identité politique qui est celle de ma famille politique et qu'il faut qu'on redéfinisse. Et donc là-dessus, voilà, c'est la recomposition, si je puis dire, de la gauche. Et l'avenir est ouvert. Lamia El Harraj, merci, bonne journée.